Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. L'école sénégalaise, un business où beaucoup viennent se faire de l'argent. La francophonie qui tire la sonnette d'alarme ne cache pas ses inquiétudes. Des disparités lourdes de dangers sont à craindre. Plus rien ne semble dissuader les acteurs du transport. Malgré les nombreux accidents, la surcharge dans les véhicules continue de prendre de l'ampleur. Victimes et auteurs se rejette la responsabilité. En politique, Parti socialiste, la case de Tanor brûle et la voix d'Abdou Diouf toujours éteinte sur le feu qui consume les verres. Un silence difficile à comprendre selon certains observateurs qui analysent la crise au PS. Également au menu la page internationale et la revue de la presse africaine. À nous, l'actualité de ce mardi, mandat d'arrêt contre Luc Nicolaï. Le promoteur de lutte a été condamné par la Cour d'appel de Saint-Louis à 5 ans de prison, dont 4 fermes. Dans cette affaire de trafic supposé de drogue au Lamentin Beach, Luc Nicolaï a déjà purgé 18 mois de prison avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Il devra en outre verser une amende de 300 millions à la partie civile. Aux dernières nouvelles, les avocats du promoteur ont introduit un pourvoi en cassation, ce qui suspend la procédure. Je vous le disais en titre. L'école sénégalaise est devenue un business florissant. En atteste la multiplicité des établissements privés. C'est la raison pour laquelle l'Organisation internationale de la francophonie a alerté les autorités sénégalaises sur cette situation qui risque d'installer une disparité au sein de la population. C'est un reportage de Radi Silla avec Massila Sek. La privatisation des établissements scolaires au Sénégal emprunte une ligne ascendante, une situation qui a poussé certains acteurs à se pencher sur la question dans le souci d'y faire face. La création d'écoles privées obéit à des normes. Aujourd'hui, on a à peu près 2000 établissements privés au Sénégal autorisés. Alors, lorsque le déclarant responsable dépose son dossier par voie hiérarchique, le ministère étudie le dossier, l'analyse et envoie une mission d'inspection. L'école sénégalaise est en train d'être privatisée. On parlait, nous, il y a quelques années, d'une privatisation rampante. Aujourd'hui, la privatisation est réelle. Si nous prenons l'exemple des examens, et surtout l'examen phare, l'examen du bac, aujourd'hui, les élèves issus du privé font presque 50%, alors qu'il y a quelques années, ils étaient à moins de 25%. Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et communication au niveau du ministère de l'Éducation nationale, précise que l'État a pris toutes les mesures afin que ces écoles privées respectent les normes établies. L'État ne saurait accepter quand même que l'école soit un business, parce que l'école est trop importante pour que véritablement des gens se fassent uniquement pour faire de l'argent. Donc les citoyens, les enfants qui sont dans les écoles privées sont des citoyens sénégalais. Et l'État, même, je pense qu'il y a 15 jours, j'ai reçu ici une délégation parce que l'école a été fermée. Il y a même des écoles qui sont fermées par l'État du Sénégal. Selon Dambodj, l'État du Sénégal est responsable de ces situations dans la mesure où les enseignants vivent dans la précarité. L'État également facilite l'implantation des écoles privées dans les quartiers. Moi, je les appelle des écoles privées de quartier. On a installé les enseignants dans la précarité. C'est ce qui fait que les enseignants ne peuvent pas se suivre de leur salaire. C'est ce qui fait qu'ils font cela. Mais aujourd'hui, dire que les enseignants font des kharmat pour expliquer ce phénomène de privatisation donc de l'école, de l'instruction au Sénégal, ça, ce n'est pas responsable. Pour Cheikh Tidiane Gueye de l'Union nationale des parents d'élèves, l'école est devenue une manne financière pour certains enseignants. Le kharmat aujourd'hui, c'est constant. Mais le rôle régalien revient. Parce que l'État peut ne pas dire qu'il ne les surveille pas. Il sait ce qui se passe, mais il laisse faire. Le Sénégal compte 2000 écoles privées. Cette prolifération risque d'installer une disparité au sein de la population, selon se fie à l'Organisation internationale de la francophonie.
Khady Sylla, éducation toujours classée ces dernières années parmi les 4 dernières régions au CFE. L'inspection d'académie de Kaffrine a cravaché fort. Elle est aujourd'hui parmi les 4 premières raisons suffisantes pour fêter l'excellence avec 195 lauréats, dont une majorité de filles. Al-Hassan Ba. 2 ans après s'être classé parmi les 4 dernières régions au résultat du certificat de fin d'études élémentaires, Kaffrine retrouve sa place dans les premiers rangs et saisit l'occasion pour fêter l'excellence et magnifier leur avancée significative. Mababa, l'IA de la région, revient sur le sens de cet événement. Loin d'être des fêtards, nous avions voulu simplement magnifier nos avancées en matière de résultats. Parce qu'en 2014, quand je venais ici, tout le monde se rappelle les écoles capotées de Kaffrine et tout le monde en avait parlé, ça a fait le tour du monde. Mais en 2 ans, nous avons pu quitter les 4 dernières places pour arriver aux 4 premières places. C'est ça en somme que nous avons fêté. On était à 47% il y a 3 ans, mais maintenant nous sommes à 50,8% en l'espace de 3 ans. Les filles raflant les mises sur toutes les matières et étant plus nombreuses parmi les lauréats, un fait qui s'explique par leur fort taux dans les écoles, mais aussi par leurs compétences, selon toujours Mababa. Déjà, nous avons 55 à 56% de filles globalement dans les effectifs de la région, donc les filles sont plus nombreuses, mais également les filles sont plus compétentes aussi, parce que ce sont les filles qui se classent, en tout cas qui ont les plus fortes moyennes. Et vous avez vu qu'ils étaient en tout et pour tout 195 lauréats au niveau de la région, du CI à la terminale. Et nous avons aussi honoré 62 adultes avec des tableaux et des diplômes. Et le contexte donc de cette fête, c'est aussi le lancement de notre plan d'accélération. Nous voulons booster à la fois le TBS, mais aussi la qualité. Vu l'installation du culte de l'excellence et la quête de qualité que l'inspection d'académie de Kaffrine est en train de réussir en si peu de temps et leur politique d'implication de certains dards qui enseignent maintenant en plus du Coran le français et les mathématiques, donc il est possible pour les autres régions de réaliser de telles performances dans l'enseignement, mais il faut le vouloir pour pouvoir le faire. Kaffrine, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Direction Touba pour parler des opérations de déguerpissement à quelques jours du Grand Magal. Serigne Abdou Karim Mbacké Falilou bénit les autorités municipales. Ces dernières ont entamé le désengorgement des artères de la cité religieuse sur instruction du khalife général. La correspondance de Mamadou Makhtar Sarr. La commune de Touba reçoit un soutien de taille dans ses opérations de déguerpissement. Serigne Abdou Karim Mbacké a personnellement béni cette initiative. On est venu jusqu'ici pour vous féliciter parce que ce sont les recommandations du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. D'ailleurs, je vous exhorte de venir à Ndindi et vous pouvez commencer chez moi. J'appelle tous les fidèles Mourides à accepter la décision du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Juste après le Magal, vous pouvez déguerpir tous les occupants de la voie publique à Ndindi. montax loolu ñaan naa leen ko xam naa màggal gi sax moo ma jaaxle mu màggal dama leen di wax ne bu suba wala gannaaw suba ngeen ñëw tàmbali. Le fils de Cheikh Mohamedou Fadal a en outre souligné la nécessité de mettre la cité religieuse de Touba au rang des grandes villes du monde. li ñuy séentu nga xam ne. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Tout le monde sait que nous avons un seul objectif, mettre Touba au rang des grandes villes du monde. Du côté de l'équipe municipale, ce soutien est perçu comme du pain béni, ce qui va les réconforter dans leur opération de désengorgement de la cité religieuse de Touba. Nous, les autorités municipales, nous saluons votre démarche. On s'en réjouit. C'est pourquoi nous sollicitons vos prières pour qu'on puisse réussir notre mission. Aujourd'hui, avec votre soutien, motivé, et nous allons finir ce que nous avons entamé sur ordre bien sûr du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Au nom de toute l'équipe municipale et au nom de Serigne Sidi Mbacké, nous vous remercions infiniment. Nous allons appliquer à la lettre le ndigal du khalife. amuñu bëgg amuñu bañ duñu ci tooñ duñ ci fayu ndigal daal lañu jot fuñ joti ndigalé danañ ko def ni ñu ko sëñ bi digalé.
Pour rappel, depuis le 12 dernier, des opérations de déguerpissement ont été initiées dans la cité religieuse de Touba sur ordre du khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké en prélude au Grand Magal de Touba. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Parlons politique avec le Parti socialiste qui, comme vous le savez, traverse une crise sans précédent jusqu'ici. L'ex-président Abdou Diouf n'a pipé mot sur ce malaise chez les Verts. Un silence difficile à défendre selon certains observateurs. Diouf peut-il réconcilier le PS? Réponse dans ce reportage de Abdou Khoudous Diallo. Au Parti socialiste, la cohabitation entre Tanor et khalifistes semble devenir impossible. Tout cela sous le silence assourdissant de l'ancien chef d'État Abdou Diouf, selon son ancien conseiller. Il a peur de quoi? De son nom? Tanor est en train d'exclure les gens, ça va pas. Abdou Diouf n'a jamais rien conquis. Il a tout acquis. Parti socialiste. Il vient ici, il trouve que le parti est en train de s'effriter, d'aller à droite, à gauche. Il ne dit pas un mot, il s'en va. Seulement Abdou Diouf avait décidé de ne plus regarder dans le rétroviseur au lendemain de l'alternance de 2000. L'analyste politique rappelle. Ça veut dire qu'il s'est retiré de la scène politique et aussi du Parti socialiste. Il n'occupe aucune fonction. Il n'est même pas président d'honneur. Quels sont les liens entre Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng? On ne peut pas dire qu'ils sont aujourd'hui étroits. Aujourd'hui, la situation est tellement pourrie, entre guillemets, il est difficile, presque impossible d'arranger les choses. Donc, c'est la scission, vous l'avez dit, c'est la guerre. Et nous avons deux socialistes, deux PS aujourd'hui, deux partis socialistes. Et c'est clair, on ne peut pas arranger ce dossier-là par une médiation d'une quelconque personnalité fût-elle Abdou Diouf. Certainement une perte du pouvoir que l'ex-président du Parti socialiste n'a toujours pas pu digérer. Je pense que le président Abdou Diouf garde un silence coupable. Lorsque le pays vous a fait confiance, vous avez été président pendant 20 ans, et lorsque une fois hors du pouvoir, vous constatez que ça ne va pas, dans le parti comme dans le Sénégal, vous devez avoir la reconnaissance d'intervenir, non pas pour vous immiscer dans le parti ou dans la vie nationale, mais pour continuer votre expérience, donner des conseils à des gens qui sont des socialistes comme vous. En ne disant rien, on a l'impression qu'il est rancunier. Vous ne voulez plus de moi, vous m'avez enlevé du pouvoir, eh bien je vous laisse votre pays, vous ne faites rien. D'ailleurs, il n'est même pas là. Je dis ça, c'est une honte qu'un parti comme le Parti socialiste, comment des gens comme ça se rabaissent pour suivre derrière un Macky Sall qui est né derrière. Dans tous les cas, l'ancien sage du Parti socialiste appelle les socialistes au dépassement. Mais Abdou Diouf doit convoquer quelque chose. Il est le seul à avoir la légitimité du Parti socialiste. C'est pas Tanor. Présentement, je suis en train de voir Barthélémy Dias pour lui dire il ne faut pas dire qu'on va enlever Tanor, on va mettre Massamba. Non, il faut réconcilier. Tanor n'arrive pas à le faire. Lui, il est jeune. Il ne faut pas qu'il sacrifie le Parti socialiste. Et que Abdou Diouf, enfin, et je voudrais qu'il m'entende, qu'il se dise qu'il doit tout au Parti socialiste et qu'il n'a pas le droit d'aller se cacher en France et dire moi, la politique, je ne m'en mêle pas. Un reportage signé Abdou Khoudous Diallo. Malgré les nombreux accidents de la route où le phénomène de la surcharge prend des proportions inquiétantes, un tour dans les gares routières et arrêts permet d'en faire le triste constat. Pourtant, victimes comme auteurs se disent conscients des risques. Des bus Tata ou les cars Ndiaga Ndiaye pleins à craquer, on en voit tous les jours. La surcharge est devenue presque normale dans le quotidien des Sénégalais. Au garage Petersen, ces passagers dénoncent la situation. On constate toujours des surcharges dans les bus Tata. Il doit augmenter le nombre de Tata pour régler ce problème. Les surcharges sont notées dans les bus et autocars car les clients ont du mal à trouver les bus Tata qui vont dans leur destination. Cela ne nous arrange pas. Du coup, on est obligé d'effectuer des surcharges dans les bus Tata.
Le surnombre dans les bus Tata est incompréhensible. Une voiture qui doit prendre 15 places reçoit 70 à 80 personnes. C'est vraiment exagéré. Ce régulateur de bus Tata, lui, estime que les responsabilités sont partagées. Ce sont des responsabilités partagées entre le chauffeur, le receveur et les clients. Pour les Tata, on est obligé de surcharger les autos parce que on n'a pas de places limitées. On ne peut pas interdire un client de rentrer. Papo Moudoussar, délégué du regroupement des chauffeurs du garage Petersen, affirme que l'État n'a pas respecté ses promesses. L'État n'a pas encore respecté ses engagements, c'est-à-dire la prise en charge des transporteurs du garage Petersen. Vraiment, on est fatigué. Si tenait vraiment ces paroles, ça nous arrangerait. Les passagers en surnombre rythment le quotidien des bus Tata, Ndiagandiaï et autres moyens de transport en commun, un phénomène que bon nombre de Sénégalais trouvent anormal car mettant en péril la sécurité des usagers. Ruer des jeunes gens vers le foyer de Ouakam pour les recrutements de l'armée, si certains justifient cette détermination de la jeunesse par le taux de chômage élevé, d'autres y voient une porte de réussite, surtout pour les diplômés. Issatine. Le foyer des jeunes et de la culture de Ouakam grouille de monde, la majeure partie des étudiants et lycéens prêts à rejoindre l'armée sénégalaise, des recrutements conçus comme une perte d'espoir de la jeunesse. C'est une perte d'espoir, bien entendu, parce que les jeunes n'espèrent plus, vu qu'il y a un déficit d'emploi ici au Sénégal. Les jeunes n'espèrent plus maintenant, puisque ici, on peut dire l'armée, c'est la grande porte pour pouvoir accéder à un emploi. L'armée est devenue la seule porte qui s'ouvre devant eux, avec ses nombreux débauchés. L'armée ouvre toutes les portes de la réussite. Plus souvent, ils ont besoin des jeunes bacheliers et on peut passer par là pour faire la gendarmerie, la police, la douane, entre autres. En tout cas, il y a beaucoup de débouchés dans l'armée. Beaucoup de diplômés chômeurs au Sénégal, c'est pourquoi certains préfèrent même abréger leurs études pour devenir soldats. Surtout les gens qui étudient, ils n'espèrent plus, ils n'espèrent même pas avoir des grands diplômes dans la mesure où ça ne sert à rien. Tu peux avoir des doctorats comme ça, donc on ne va même pas t'embaucher. Tous des jeunes très engagés à réussir leur vie, mais sans aucun espoir, l'armée est devenue la seule maison ouverte pour le grand nombre de chômeurs. Et c'est parti pour l'actualité sportive. Au football, les affiches de la Coupe du Parlement sont connues. La Fédération sénégalaise de football a procédé ce mardi au tirage au sort dans les locaux de l'Assemblée nationale. Cette compétition qui démarre ce vendredi 27 octobre marque le début de la saison de football. Nafia Marfal nous en dit plus. Génération Foot et Stade de Mbour, Mbour Petite Côte, Keur Madior, telles sont les affiches de la Coupe du Parlement. Pour le champion en titre de la défunte saison, c'est une occasion pour bien démarrer la saison prochaine. Je pense que le staff a dû faire le travail qu'il fallait, donc pour pouvoir permettre déjà, eux, de leur côté, de pouvoir revoir leur effectif, de pouvoir jauger la qualité des joueurs qu'ils ont recrutés cette année et aussi essayer de pérenniser les acquis qu'on a eus depuis l'année dernière. Et donc l'objectif reste le même, c'est de pouvoir faire un classement honorable dans ce tournoi et maintenant pourquoi pas ne pas remporter le trophée. Donc, pour Stade de Mbour, cette compétition leur permettra de jauger leurs adversaires avant le début de la saison. Comme toute équipe, on ne va jamais à une compétition en espérant une défaite ou un match nul. On y va toujours pour gagner. Maintenant, ça nous permettra aussi de nous jauger par rapport à la préparation qu'on est en train de faire et de voir à quel niveau on est. Deuxième affiche, le vainqueur de la Coupe nationale a comme adversaire le champion du National 1. Keur Madior a pour ambition d'acquérir une expérience de cette compétition afin de titiller l'élite. Ce sera plus un match d'entraînement parce que c'est une équipe comme l'autre équipe de Mbour, Stade de Mbour, qui constitue pour nous des aînés et qui nous inspirent dans notre démarche et qui nous ont beaucoup apporté véritablement en termes de soutien et d'accompagnement, pour permettre véritablement à Keur Madior véritablement de franchir un palier.
Donc je pense que ce sera pour nous une période d'apprentissage et apprendre véritablement de ces équipes et véritablement de nous rapprocher de ce qui se fait de mieux dans le football sénégalais. Du côté de Mbour Petite Côte, on parle de match de préparation de la saison 2017-2018. C'est une préparation qu'on est en train de continuer. C'est vrai que ce sont nos cadets comme sur le plan du sport, puisque nous jouions à un niveau supérieur, mais ça donne un match de football et je souhaiterais même qu'il soit à notre niveau, pour que tout simplement la ville de Mbour puisse y gagner. Donc comme il a dit, ce sera peut-être un match intense, mais il n'y aura aucune adversité. Nous jouerons tout simplement à fond pour le plaisir du public et pour un peu évaluer un peu le travail qu'on est en train de faire. Les demi-finales sont prévues ce vendredi 27 octobre au stade Alassane Djigo, même lieu qui va abriter la finale ce dimanche 29 octobre. Il faut assurer la qualification à la Coupe du Monde et si possible obtenir 2 victoires face à l'Afrique du Sud. C'est le message que Maître Augustin Senghor lance au Lion. Le président de la Fédération sénégalaise de football assure que toutes les dispositions seront prises pour permettre à Aliou Cissé et son équipe de gagner. Maître Augustin Senghor, que nous écoutons, il est au micro de Nafia Marfal. On ne parle plus de ces matchs en termes d'importance. Il s'agit rien moins que d'assurer une qualification à une Coupe du Monde. Il ne s'agira pas de calculer s'il faut prendre 1 point ou 2 points ou 3 points. Il s'agira simplement de faire tout notre possible pour gagner au besoin les 2 matchs pour assurer une qualification non seulement sûre mais incontestable. Et c'est sur cela que nous travaillons. Depuis notre dernier match contre le Cap-Vert, nous n'avons pas cessé de travailler en relation avec les autorités du pays pour pouvoir faire en sorte que les joueurs soient dans des conditions optimales. Et toutes les mesures sont en train d'être prises pour que, aussi bien au plan du transport, de la logistique, de l'hébergement, tout soit en place pour que les joueurs n'aient à l'esprit que de jouer et de gagner pour nous ramener en Coupe du Monde. Et je pense aujourd'hui que les choses sont en bonne place et nous pouvons être tranquilles à ce niveau-là. Sport toujours, les professeurs d'éducation physique formés à l'INSEPS fustigent l'attitude du ministre des Sports à leur égard. 359 d'entre eux sont au chômage depuis 2014. Ils menacent de paralyser les activités physiques dans les écoles si le ministre des Sports ne traduit pas en acte ses promesses. Hippolyte John est leur porte-parole. Il est au micro de Nafia Marfal. Au nombre de 359 professeurs qui chôment depuis 2014. Depuis 2014. Le SENUM se forme, ces professeurs depuis 2011. Et parmi tous les professeurs formés, il n'y a que 75 qui ont été recrutés depuis 2014. Il a pris l'engagement, le décret devant instituer le corps des professeurs d'éducation physique de collège moins sera signé. Le conseil des ministres de demain, l'autre conseil des ministres, c'est-à-dire le mercredi de demain, l'autre mercredi, le décret sera signé. C'est lui-même qui nous l'a dit, Matarba. Donc on a pris bonne note. Il a pris l'engagement tout à l'heure aussi de faire tout pour que l'ensemble des professeurs d'éducation physique sortant du CNEPS de Thiès puissent être recrutés par le ministère de l'Éducation physique. Si jamais le décret n'est pas signé, si jamais nos collègues qui chôment depuis 2014 ne sont pas recrutés, nous, professeurs d'éducation physique, nous, maîtres d'éducation physique, nous, professeurs contractuels, nous allons bloquer toutes les activités d'éducation physique dans les écoles. Nous allons bloquer les clubs de sport dans les écoles et nous allons bloquer les animations de sport scolaire dans les écoles. Nous allons observer aussi des journées sans éducation physique dans le milieu scolaire. Voilà l'autre plan d'action qu'on va dérouler si jamais ce qu'il a dit aujourd'hui le ministre Matarba n'a pas été fait. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive qui cède la place à la page internationale. Une synthèse de Khady Colonel Gueye. ci réewum Kenya jiixi jaaxa beeg werante bi fi mu ne moom moo lëmb réew ma li ni mel nag am ci bi ñuy waajal.
La page internationale qui est plutôt en Wolof, on s'en excuse. On en vient maintenant à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. Au Togo, l'opposition appelle à nouveau à manifester. Jeune Afrique en parle et informe que le gouvernement a annulé la conférence de l'OIF et nos confrères de poursuivre face à une opposition qui a appelé lundi à 3 nouvelles journées de manifestation contre le pouvoir. Le gouvernement togolais a décidé de suspendre la conférence de la francophonie qui devait se tenir fin novembre à Lomé. Poursuivons avec IZF. Le site annonce que le procès très attendu du leader du mouvement de contestation né il y a un an dans le nord du Maroc, Nasser Zefzafi, a débuté mardi à Casablanca dans une salle bondée et les journalistes ivoiriens de rapporter que pour sa première sortie en public depuis son arrestation le 30 mai, ce chômeur de 39 ans devenu le visage du mouvement social qui a agité le RIF est resté une simple silhouette dans le box en vitre opaque où s'entassait prévenu. El Watan, de son côté, revient sur la relance de l'industrie en Algérie et fait un zoom sur les richesses minières et nos confrères algériens de soutenir que le projet du gouvernement vise à transformer et à valoriser l'ensemble des richesses minières du pays. Il veut y aller rapidement. Des contrats ont d'ores et déjà été conclus pour l'exploitation des minéraux. Traque judiciaire de Yaya Jammeh, Prodi repart à la chasse, plaque à sa une l'observateur Palga. Les victimes de Yaya Jammeh et leurs ayants droit le verront-ils un jour répondre de ces actes devant un tribunal, s'interrogent les journalistes burkinabés. Poursuivant, ils font savoir que 9 mois après la chute du dictateur, aujourd'hui exilé chez son alter despote de Guinée équatoriale, Théodore Obiangema, sa traque s'organise. Une campagne dans ce sens a en effet été lancée le samedi 21 octobre dernier à Banjul après une rencontre entre les suppliciés de celui que le site surnomme le monstre de Kanilai et ce 10 scènes après, premier chef d'État africain à avoir été jugé par une juridiction du continent, les chambres africaines extraordinaires en l'occurrence, qui ont condamné à perpétuité l'ancien président tchadien pour crime contre l'humanité. Parlons mendicité et alcoolisme au Mali avec Maliweb pour finir. Le site informe que la complicité de Total est plus que jamais inquiétante. Ne dit-on pas qu'une société se révèle à la manière dont elle traite ses misérables et n'a-t-on pas assez dit en vain dans quelles conditions déplorables et dangereuses vivent les mendiants et les enfants de la rue au Mali, s'interrogent nos confrères maliens. Ils précisent par ailleurs que les faits dénoncés dans cet article de presse par un des lecteurs de Maliweb sous couvert de l'anonymat prouvent une fois de plus à l'insouciance de plus haute autorité du Mali. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Vous aurez à 21h votre émission Balance présentée par Pape Ndiaye, suivi de Werwerle à 22h avec Aoudjoub Ndiaye Tchagne. N'oubliez pas aussi, l'information se poursuit sur notre site walfenet.com. Bien à vous.